À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques qui réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Aujourd'hui, nous allons creuser de fond en comble sur les questions de la nation. Peter Tienne à la présentation. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche, avec nous désormais et tous les dimanches à 22h30 et sur Congo Web Télévision. Nous recevons un député national, plusieurs fois élu. Je pense même qu'il est là-bas à l'Assemblée nationale depuis plus d'une dizaine d'années. Ça va faire bientôt 26, je crois. Depuis 92, si je ne me trompe. Oui, depuis 92, je crois. J'anticipe et je vous présente, même si vous n'êtes plus à présenter, l'honorable Christophe Lutondola par l'appel. Comment vous allez? Nous résistons. Je vous rencontre aujourd'hui dans Question publique parce que, il est rare dans notre pays de voir des gens qui réfléchissent sur le fond des questions. Il est quelquefois très plaisant pour les Congolais d'être assez superfétatoire. Vous avez fait un projet de loi. C'est d'ailleurs pas la première fois, dans plusieurs législatures vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est par rapport à la CENI, par rapport à la restructuration de la CENI, dont nous avons parlé aujourd'hui, mais aussi un regard sur le gouvernement, parce que vous êtes un acteur politique, regard des questions des leurs. D'abord, restructurer la CENI, pourquoi? Quel est le problème? Oui, je crois que ceux qui sont intéressés à la politique savent que depuis pratiquement le mois de juin, nous sommes déjà plus de 2 mois, je me suis mis en croisade pour obtenir la réforme du système électoral globalement, c'est-à-dire revisiter la loi électorale, c'est-à-dire aussi ajuster le pouvoir organisateur et, au bout du rouleau, réfléchir sur la problématique de recours en matière électorale. On connaît ce qui s'est passé et ce que nous venons de vivre. J'estimais qu'au moment où on doit renouveler la composition de la CENI, parce que les mandats... Ça devait se faire depuis juin. Il était absolument nécessaire, avant de passer au renouvellement, qu'on puisse réajuster le tir, qu'on puisse revoir la copie pour avoir une CENI que nous avons toujours voulu véritablement indépendante, neutre, impartiale et sécurisante pour tous les compétiteurs électoraux. Et pour cause. Nous avons déjà fait 3 cycles électoraux depuis que la Constitution a été promulguée le 18 février 2006. Et à chaque cycle, il y a la contestation. Les élections de Malou Malou, les élections de Mulunda et de Nanga. Oui, brièvement à l'époque de Malou Malou. De Malampi, hein. De Malampi, j'ai à le dire. À l'époque de Malou Malou, il y a eu ces affrontements le long du boulevard du 30 juin. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila avec des morts. On se souviendra d'ailleurs d'Igo Tanzambi qui est parti. Voilà, et du côté civil comme du côté des hommes en armes. Oui. Et puis est arrivé Mulunda, la contestation a pris de l'ampleur parce que sous le premier cycle, nous avions eu, pour prendre un paramètre facilement saisissable, à peu près 300 recours en contentieux concernant les législatives nationales. Et avec Mulunda, c'est monté à 600 poussières, doublé. Dernièrement, avec l'équipe du colonel Nanga, c'était 1040. C'est la catastrophe. 1040. Il a battu le record. Voilà, avec une contestation généralisée. La conséquence, c'est que ça menace à chaque fois l'unité nationale, la stabilité des institutions, la paix civile et surtout les élus, les mandataires publics qui sont issus de ces élections voient malheureusement leur légitimité contestée, et même leur crédibilité peu convaincante. Alors, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer ça. Il faut changer. Nous allons aller en français facile. Permettez, il faut changer, mais surtout ne pas être naïf pour croire qu'on finira toujours par maîtriser la situation, parce qu'il y en a qui disent oui, on peut contester, on peut faire ce qu'on veut, les Congolais sont là, ils vont comprendre, après un temps, ça va se maîtriser. Je suis certain
nous étant des hommes comme les autres à travers le monde, qu'à un moment donné, ça va déborder et ça n'épargnera personne. D'accord. Alors pour ça, lorsque j'ai pu lire votre projet, vous vous inquiétez de l'instrumentalisation de la CENI, de la neutralité de la CENI. Vous avez proposé un certain nombre de réformes. Mais la question, c'est de savoir comment éviter cette instrumentalisation de la CENI. Vous tablez sur les personnes à désigner qui ne doivent pas subir des pressions de leurs composantes. Comment ça va se faire? Donc, moi, je pense qu'il faut voir le problème en profondeur. Et la première réserve que je fais, qui est normale, j'ai toujours dit que les institutions, quelle que soit leur qualité, ne valent que ce que valent les hommes qui les animent, les hommes qui y travaillent. C'est clair, que ce soit institution en termes de normes, des lois, ou en termes de structure des organes, des institutions, comme on connaît le Parlement, la présidence, le gouvernement, et ainsi de suite. Il faut d'abord des équations personnelles. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais je considère aussi qu'il faut enlever tout prétexte lié au texte. Il faut enlever ce prétexte-là aux mauvais gestionnaires, au mauvais gouvernement. Donc, il faut, si vous voulez, extirper toutes les impuretés qu'on peut trouver dans un texte de droit pour qu'on trouve des justifications, qu'on dise oui, mais la loi est faite comme ça. Et comme chez nous, on a la manie d'interpréter les choses comme on veut, tout le monde est juriste, tout le monde est juge, vous comprenez bien que les ajustements, le perfectionnement de texte est toujours des rigueurs. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'en droit, on prévoit des procédés, des révisions, on prévoit des techniques, des principes, la caducité, la désuétude, et on n'est pas dans un cours de droit, justement pour dire que c'est lié aux dynamiques sociales, parmi lesquelles les dynamiques politiques. Si une loi ne s'adapte pas, ça ne fera pas longtemps, ça va tomber caduque et elle ne servira plus à son rôle, à savoir la régulation, la stabilisation et la paix civile. Voilà. Alors maintenant, dans le travail que moi j'ai fait, j'ai considéré que le problème n'est pas au niveau des compétences, des prérogatives, de la mission de la CENI, telle que définie par l'article 211 de la Constitution. Je crois que là c'est clair. La CENI, c'est le pouvoir organisateur, assurer la régularité en termes de conformité au droit, en termes aussi de périodicité, veiller à ce qu'il y ait la transparence, veiller à ce que les élections se passent selon les normes démocratiques les plus élémentaires, et à ce que, moi j'ajoute, les élections soient véritablement une fête de la démocratie. Donc, le problème n'est pas un problème de la mission. Je sais qu'il y a eu beaucoup de formules adoptées, parce que rappelez-vous que l'institution CEI ou CENI, selon l'appellation, est vraiment, si vous voulez, une spécificité africaine qui sort des conférences nationales organisées à gauche à droite à partir du Bénin qui a été le pays. Parce que dans les pays structurés, c'est le ministère de l'Intérieur. Justement, c'est pour ça que je fais cette parenthèse. En fait, pourquoi? C'est parce qu'on a estimé, parce que tu ajoutes là cet élément-là, que moi j'ai tué délibérément, parce qu'on a estimé que dans nos pays, les administrations ne sont pas consolidées, les administrations n'ont pas encore de traditions républicaines qui peuvent faire que un administratif territorial, que c'est dans les ministères, dans l'armée et tout, sache que lui n'a pas de parti politique. Il n'est certainement pas un asexueux politique, parce qu'il a ses sentiments, il a ses préférences, mais dans l'exercice de ses fonctions, il a en face de lui un citoyen congolais. Il a en face de lui un habitant de ce pays, qu'il soit étranger ou national, et il le traite comme tel. D'ailleurs, l'article 13 de la Constitution interdit des discriminations. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Et que de l'autre côté aussi, ceux qui exercent le pouvoir, qui considèrent que le pouvoir, c'est le stade suprême de la jouissance, de la vie, il faut tout prendre, la patrimonialisation du pouvoir, ont tendance à instrumentaliser les administrations. Vous êtes ministre, et ça on peut parler, il n'y a pas besoin de preuves. Vous êtes là,
les élections, et comme disait Bongo, en Afrique, quand vous organisez les élections, c'est pour les gagner. Pour les gagner. C'est ainsi qu'à la faveur de conférence nationale, ou dans ce cadre-là, on s'est mis d'accord, dans beaucoup de pays, nous avons imité ça, on va confier les élections à une institution indépendante, neutre, impartiale. C'est consigné dans les lois ou les constitutions de pays qui ont adopté ça, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Madagascar, et j'en passe. Voilà d'où ça vient. Alors, moi, je considère qu'il y en a qui ont adopté d'autres formules. Le Mali. Au Mali, la CENI n'organise pas. La CENI fait, si vous voulez, la surveillance, pour utiliser des termes à la portée de tous. Comment ça se passe? Moi, j'ai observé l'élection, le premier tour d'élection du président Ibeka, à son premier mandat. Et dans le cas de la francophonie, j'étais là pour l'observation électorale. La CENI n'est pas active, présente sur le terrain, ne décide pas comme chez nous. Nous avons adopté la formule de confier tout à la CENI. Alors donc, les attributions, la mission, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai touché à la composition et au fonctionnement. J'ai considéré que, par rapport à votre question, la dépolitisation de la CENI et le fonctionnement rassurant pour tous les compétiteurs électoraux, aujourd'hui, tout cela est vicié et, si vous voulez, perverti par la manière dont on désigne les hommes qui sont là et les règles de fonctionnement. C'est sur ces deux piliers, la composition et le fonctionnement, que... Déjà, vous dites que lorsqu'on désigne des hommes, il faudrait que ce soit par égal, majorité opposition et société civile, au lieu qu'une partie soit majoritaire. Je crois qu'il faut permettre que je dise, je donne le premier élément. D'accord. C'est que dans la proposition de loi que j'ai faite, très modestement d'ailleurs, je dis que ne peut être désigné à la CENI qu'un Congolais qui a la qualité d'une personnalité indépendante, aux compétences éprouvées et, j'allais dire, à la moralité presque irréprochable. Je dis presque parce que nous sommes des humains. À l'exclusion, et c'est ça ce que j'ajoute, de toute personne qui, au cours des 5 dernières années qui précèdent sa désignation, a appartenu à une organisation politique. Je considère que, et j'ai eu à le dire, que nous sommes, comment dirais-je, trompés nous-mêmes, nous abusons, nous faisons le marché des dupes, en disant à l'article 12, personnalité indépendante, et en prenant les membres des partis. Je donne moi-même un exemple pour ne pas toucher aux individus, disons, à donner l'impression que je m'attaque à qui que ce soit. Je suis président d'un parti, l'ADP, l'Alliance démocrate pour le progrès, membre du G7, membre aussi dirigeant d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Vous me désignez vice-président de la CENI. Est-ce qu'on a respecté l'article? Comme on l'a fait avec Bachengezi. Je ne cite pas les noms des connu, moi je vais vous aider pour les téléspectateurs qui nous suivent. Bachengezi qui est connu. Hein. Donc, moi, mais on l'a vu vice-président de la CENI. Il faut faire un choix. Où on veut être dans un parti et tirer toutes les conséquences, où on dit, il ne manque pas de Congolais comme ça, on n'entre pas dans un parti et on fait autre chose, ce qui n'est pas moins honorable. D'ailleurs, c'est plus élevant. Donc ça, c'est le premier ajustement. Arrêtons de violer les règles que nous-mêmes nous avons établies. Deuxième élément, c'est ce que vous dites là. Moi, et je l'ai déjà été avant, même quand j'étais de la majorité, je ne suis pas pour une représentation inégalitaire au prorata du poids politique. On dit selon le poids politique, il faudrait quand même que certains soient majoritaires. Moi, je dis qu'il faut toujours savoir ce qu'on veut. Nous voulons une institution indépendante, neutre, impartiale. OK? Et nous disons que la CENI est une institution technique. C'est pour ça qu'on a arraché les élections de ministère de l'Intérieur. Comment peut-on introduire encore dans la structuration de la CENI un élément politique? Je ne comprends pas. Sinon, alors... C'est paradoxal. C'est paradoxal. Dans d'autres institutions, on mettrait alors le quota
termes de poids politique, où on dit ceux qui sont au pouvoir, ils sont majoritaires, ils remplissent tous les cas dans toutes les administrations de l'État. Vous comprenez? Donc là, c'est vicié. Deuxième élément, et il n'est pas de moindre, la CENI, c'est le pouvoir organisateur, mais elle a aussi un rôle d'arbitre entre les compétiteurs électoraux. J'utilise le terme compétiteur pour souligner que les élections sont compétitives. Elles opposent non seulement des personnalités, mais des conceptions et des intérêts opposés, excusez-moi la tautologie, contraires. Et en ce moment-là, s'il y a une catégorie, une composante, qui est surreprésentée, s'il n'y a pas une représentation à part égale, vous avez vicié, vous n'êtes pas dans la logique. Nous avons adopté chez nous la philosophie qui consiste à dire on compose avec tout le monde pour s'observer et même pour se neutraliser. Mais l'opposition, la majorité de la société civile, désigne des Congolais qu'elle considère comme des personnalités indépendantes. Vous pouvez rester opposition politique, comme moi je suis dans ma famille politique, on dit non. Dans tout ce que nous voyons, je prends un exemple, il est mort. J'ai beaucoup de respect, je dirais même, j'adore le professeur Liao. Liao, premier président de la Cour suprême de justice, quelqu'un de l'Équateur, nommé par Mobutu, mais il a quitté ses fonctions pour avoir dit non. Coup monté manqué, de 1975, si je m'abuse, un procès, une affaire dans laquelle se trouvent et les civils et les militaires, c'est la juridiction des civils qui est compétente. C'est parti de là. Et si c'était quelqu'un comme ça, on dit oui, on a puisé de la magistrature, du barreau, du corps scientifique, je ne sais pas qui, un homme neutre. C'est ce qu'on demande. Oui, mon honorable Lutundola. Alors, je termine avec oui. la question. C'est pour cela que je considère qu'il faudra 12, société civile 4, opposition 4, majorité 4, et parmi les 4 de la société civile, 2 pour les églises, un délégué pour les organisations de la société civile du secteur des élections et des droits de l'homme, un délégué pour les organisations de la société civile qui défendent la cause de la femme. Donc si on fait comme ça, on choisit en dehors des partis, ça va aller. Et sur ce point-là, j'ai renforcé le mécanisme dans ma proposition. Il ne sera plus question de venir à l'Assemblée nationale, nous dire la liste des personnes désignées, et puis tout le monde applaudit comme dans une salle de classe. Non. Moi, je dis, quand on amène maintenant les listes des désignés, avec procès-verbaux, dans des pièces jointes, nous créons une commission parlementaire. Vous connaissez l'exemple, par exemple, du Sénat américain, quand on reçoit les noms, la nomination, commission paritaire, parce que l'Assemblée est bipolarisée, opposition, majorité, et on passe chaque dossier au peigne fin. Vous avez proposé Peter. D'accord, mais Peter, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il avait une carte d'un parti. Mais Peter, il n'y a pas longtemps, il était au CNPP. Peter, il n'y a pas longtemps, on l'a condamné. Et c'est à la fin de ce processus-là que nous entérinons. Voilà comment j'ai abordé cette question par rapport à la parité. Voyez-vous, la majorité désignait des gens indépendants auxquels ils n'ont pas d'intérêt dessus. L'opposition, la faisabilité, en politique, il n'y a que des intérêts. Oui. Voyez-vous, des gens désignés, des personnes neutres qui demain peuvent se retourner contre eux. Si on raisonne comme ça, je suis très peiné. On dévalorise notre élite politique. Et pourtant, c'est ce qui se fait aujourd'hui. J'en viens. Je ne lis pas ce que vous dites là. Moi, je ne lis pas ce que vous dites là. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Que Bellutudo, il raconte des histoires. Il est idéaliste. Quel politique il est? Il est venu se faire voir. Les pays qui avancent, qui sont développés, pour utiliser un terme qui est beaucoup plus global, ils ne le sont que parce qu'ils ont des dirigeants, une élite politique, même sociale, qui a la capacité d'élévation philosophique, qui a la capacité de savoir jusqu'où on peut aller dans la défense des intérêts et quel est le point stratégique des jonctions entre les intérêts catégoriels et les intérêts globaux de la société. Nous ne serons jamais bien, respectés, heureux, vivants comme le peuple dans ce monde si nous ne nous élevons pas du point de vue philosophique, du point de vue de la culture du pouvoir. Vous n'avez pas tort. Je vais globaliser.
même les chances d'adoption, Le FCC majorité écrasante, le Sénat aussi. Quelles chances vous avez maintenant? Je me battrai avec l'opposition, vous. Vous êtes minoritaire. Je me battrai avec tout le... C'est pas... Quand il y a de la violence ici, quand on est déconsidéré à l'étranger, quand le Congolais admire les élections au Ghana, au Sénégal, en Afrique du Sud, et j'en passe, est-ce que c'est un problème de couleur politique? C'est ce qui est contradictoire chez nous. On admire de bonnes choses qui se passent ailleurs, les appliquer chez nous, on commence à raisonner. Le FCC risquerait de se dire... Moi, je n'accuse pas que le FCC, je n'ai pas singularisé. Le FCC au pouvoir, et ces réformes risqueraient justement, voilà, de mettre le FCC à mal. Et politiquement, vous pensez qu'ils vont laisser passer quelque chose comme ça? Vous avez raison. Et applaudir le Tundu là qui est venu nous descendre. Politiquement, c'est... J'ai mes pieds droits dans mes bottes, la tête sur mes épaules, bien posée. J'ai une expérience de l'Assemblée. Vous avez commencé par là. À la fin de cette législature, une vingtaine d'années. À la fin de cette législature, j'ai pratiquement 30-31 ans de vie au Palais du Peuple. Je ne me trompe pas et je connais les hommes. Ça va être une bataille. Mais j'ai dit au FCC, parce que vous parlez du FCC, moi je ne les incrimine pas. Ça peut venir du cash, ça peut venir de l'avocat aussi. Nous on le connaît très bien, c'est du FCC. Hein. Donc moi je dis à tout Congolais qui raisonne comme ça, je dis, alors nous servons à quoi? On dit tout le temps, nous sommes nationalistes, nous sommes patriotes, on sert le peuple est utilisé à toutes les sauces. Et nous-mêmes, même si on a une maison, on a des véhicules, on a des comptes en banque, on vaut quoi lorsque son pays est dans l'état où nous sommes? Une déchéance morale qui est au summum. Terrible. Hein? Une économie bricolée. Un système politique de violation de droits de l'homme. Un système politique de tricherie, de fraude, de la honte. Ce n'est pas un problème de l'opposition de majorité. Est-ce que nous sommes différents des autres peuples qui sont bien à travers le monde? Les inégalités ne manqueront jamais. Les injustices aussi. Mais il y a un minimum. Avoir le Rwanda, ce qu'il est aujourd'hui, oui, c'est la catastrophe. Il y a un minimum, il y a une ligne rouge qu'on ne dépasse pas en dessous. On ne va pas en dessous de cette ligne-là. C'est ce que je dis. Donc, pour revenir à notre sujet, donc, il y a ça comme innovation. Il y a un autre élément qui me paraît capital. C'est le choix du président de la CENI. Aujourd'hui, le président de la CENI est tout puissant. Le bureau de la CENI est tout puissant. Et on nous dit, institution indépendante, quand bien même il est prévu dans la loi organique sous la CENI, le dépôt d'un rapport annuel à la session de mars, à l'article 28 de la loi, on le dépose de manière très irrégulière, on n'en débat même pas. La CENI existe depuis les élections de 2006, n'est-ce pas? On ne compte pas un débat sur le rapport de la CENI. Et vous voulez qu'on désigne le président de la CENI comment? J'en viens. Et le contrôle, même si c'est prévu à l'article 42 de la loi organique sur la CENI. Alors moi je dis ceci, compte tenu du pouvoir du président et du rôle clé qu'il joue, tant pour la gestion matérielle financière de la CENI que sur la gestion de processus électoral, de son rôle clé, cet homme c'est comme quelqu'un qui a des grenades par rapport à la paix civile, à la stabilité, à la cohésion nationale. Il faut que ce soit une personnalité indépendante, proposée bien sûr par la société civile, mais désignée consensuellement par toutes les parties. Vous allez me dire, mais honorable, non, monsieur Lutundula, moi je préfère ça au terme honorable. Ce pays, on le connaît, on connaît la classe politique. Ah oui? Je dirais, on connaît la société civile aussi. Oui. Est-ce que vous allez arriver à un compromis? J'ai dit, mais pourquoi pas? Encore une fois, je me questionne sur ce que nous sommes. Notre niveau de culture, notre niveau je n'utilise pas un terme banalisé, galvaudé, patriotisme, mais au moins... Notre niveau d'amour pour le pays. J'ai peur de ces termes-là parce qu'on en parle trop, on les a galvaudés. Comme on a galvaudé le mouvisme. Qui a perdu tout son sens et sa substance. Moi, je pense, j'ai travaillé avec Monseigneur Montserrat. Je connais ce que certains hommes valent dans ce pays. Et comme il disait toujours, même s'il ne fait pas confiance à un homme, mais il fait confiance en sa capacité de changer et de faire du bien. Donc nous devons nous efforcer. La société civile propose un nom, à mon avis même deux, et on commence les consultations
sous les auspices du bureau de l'Assemblée nationale, jusqu'au moment où on va dire oui, ça, ces messieurs-là, ils nous sécurisent nous tous. Les autres le font. À la CNS, le professeur Bayon Nabameya, c'est mon ancien professeur, que son âme repose en paix, l'ancien premier président de la Cour suprême de justice, mais il a été désigné aussi par consensus, comme le professeur Liao, c'est mon opinion personnelle, était déjà engagé dans l'IDPS. On a pu se mettre d'accord sur Bayona. Je connais parce que j'étais président de la commission de la transition, vous le savez, c'est encore très jeune. On a travaillé à ça. Alors pourquoi on ne peut pas le faire? Et moi je dis, il faut que ce soit comme ça. Sinon, Peter, on blague là. Même ceux qui sont au pouvoir, le jour où, par le poids de la misère, de l'humiliation, ça déclenche, personne ne sera épargné. Personne. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème de texte ou c'est un problème de profil d'âme? Je vous ai répondu tout à l'heure. Des équations personnelles, ça c'est le profil. Et la responsabilité incombe à ceux qui désignent et à nous qui entérinons et à celui qui investit le président. Mais le texte a leur importance parce que le texte trace le cadre de travail. C'est pour ça que j'ai parlé des impuretés. On a une expérience, il faut bien tirer des leçons de l'expérience et ajuster pour avancer. Vous comprenez? Alors, il y a l'autre réforme. C'est que dans le texte, j'ai proposé qu'on supprime la plénière de la CENI. La plénière, en fait, c'est le premier organe qui rassemble actuellement tous les 13, si vous voulez, je ne veux pas abuser des termes. J'ai lu là, vous avez proposé la COPEC, quelque chose comme ça. C'est de cela dont je veux parler. C'est 13 Congolais aujourd'hui. Si on accepte ma proposition, ce sera 12. En principe, c'est ça la plénière. Et puis vous avez le bureau. Mais la réalité, parce que la plénière a été introduite après les élections de Manumal. La réalité est laquelle? C'est que ce sont les 6 qui sont au bureau qui ont la réalité du pouvoir de gestion de la CENI, avec le président en tête. Ceux qui ne sont pas membres du bureau, qu'est-ce qu'ils font? Je parlais avec eux. Ils attendent. Quand il plaît au bureau de les réunir, on les réunit en fait plus pour avaliser que pour faire un débat. Parce que quand on dit plénière, les gens ont tendance à comparer avec ce que nous faisons à l'Assemblée, au Sénat ou dans les assemblées provinciales. Et pourtant, ce n'est pas le cas là-bas. Ce n'est pas le cas, c'est en réalité l'appendice du bureau qui vient, si vous voulez, légitimer ces décisions. Moi, je crois que ça n'a aucune efficacité. Aucune efficacité. Par contre, l'idée que j'ai, c'est de rendre le bureau responsable de la gestion. Comme ça a été le cas avec la CEI de feu Malumalo, que son âme repose en paix. Et avoir à côté un organe de contrôle. C'est pour ça que l'organe de contrôle composé des membres de la CENI à part entière. Donc vous aurez 12, parmi les 12, 6 ont la responsabilité, si vous voulez, toute comparaison, toute proportion de comparaison gardée, la responsabilité de la gestion courante, puis vous avez 6 qui font le suivi, l'évaluation et le contrôle. C'est ce que j'ai appelé la commission permanente d'évaluation et de contrôle, la COPEC. Donc vous aurez 2 organes, le bureau, l'entière responsabilité de la gestion, et la commission permanente d'évaluation et de contrôle. Vous verrez dans la loi tout ce que j'ai prévu, descente sur les lieux, les volets de missions d'enquête et d'inspection, parler avec le bureau pour ne pas dire entendre le bureau sur tel dossier, approuver des rapports. Et la COPEC, je propose qu'elle ait la compétence de saisir l'Assemblée nationale, le gouvernement ou la juridiction compétente selon les problèmes de toute anomalie et de toute irrégularité constatée dans la gestion de la CENI. Donc c'est un mécanisme de contrôle interne comme l'inspection des finances, c'est un mécanisme de contrôle interne, de contrôler le budget et ainsi de suite. Voilà une autre réforme. Les Congolais doivent espérer que ça va aller. Vous avez fait beaucoup d'années à l'Assemblée nationale. Vous-même, quand vous vous projetez d'avenir, il faut être sceptique, dubitatif, ou croire que ça va passer, ou dire que bon, on peut encore espérer, si ça passe pas dans cette législature, peut-être la prochaine, ou Félix devrait faire quelque chose. Un jour, je crois, c'est Moïse Katumbi répondant à un journaliste qui lui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la mort? Il a dit, si j'avais peur de la mort, je ne me jetterais pas en politique. Et quand on est en politique, il faut parfois
rêver, mais faire de bons rêves, pas de rêves cauchemardesques. Je dis toujours, la science elle-même, c'est le produit d'un rêve, non? Vous comprenez? Et je fais confiance à mes collègues députés et sénateurs parlementaires. Parce que nous avons le devoir d'exemplarité en toute matière, même en tant que citoyens. Nous avons le devoir d'agir pour changer. Partout au monde, dans les parlements, vous ne trouvez pas tout le monde qui entonne la même chanson, qui danse au même rythme et en tenue d'uniforme d'écolier. Mais il y a toujours un fond commun de la nation qui rallie tout le monde. Et on ne peut pas, je le répète, je ne fais pas de la démagogie, ce n'est pas de mon caractère, de ma nature, ou je ne sais pas comment je peux dire encore, des habitudes. Mais la situation de notre pays doit nous faire honte. C'est que nous vivons là, la diarchie au niveau du pouvoir. C'est pas normal. Ce que nous vivons là, où tout le monde croise les bras, Bakoyo Kanakaka, dosez là. C'est pas comme ça. Nous devons nous assumer. Donc, je fais confiance à mes collègues, députés et sénateurs. Je fais confiance aussi à la maturité des Congolais. Cette assemblée est mature, selon vous? Non, je parle de la maturité. Oui, moi, je parle de la maturité de l'Assemblée nationale par rapport aux précédentes. Mais, écoutez, on a l'impression que plus les élections étaient catastrophiques, plus vous allez demander, les animateurs... Vous allez demander à un député s'ils sont mûrs. Mais attendez un peu là. Pourquoi je suis à l'Assemblée alors? Vous allez demander aux élus, le peuple a élu, sous réserve de toute la contestation. Entre guillemets. Ah oui, moi je parle la langue de bois. Mais bon, la situation est là. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette assemblée par rapport aux précédentes? Je ne vais pas me sentir à l'aise. Je dois travailler pour que ça aille bien. On n'a pas que ses amis partout dans la vie. Si vous voulez avoir les gens qui portent l'uniforme d'écolier, c'est-à-dire qui sont comme vous, avec vos défauts, avec vos qualités, vous ne vivrez pas dans ce monde. L'effort que chacun doit faire, c'est de savoir que tel est comme ça. Peut-être nous pouvons aller ensemble sous cette entreprise, peut-être sur l'autre entreprise. Je dois discuter et c'est comme ça que... Vous risquez de vous battre comme un diable dans un bénitier. Là je ne souhaite pas être diable parce que je suis un chrétien. Il faut qu'on se comprenne. Donc moi, je fais confiance particulièrement aux Congolais. Je ne suis pas élitiste, mais il y a des réalités qu'il faut accepter. Lorsqu'on a eu la chance d'aller à l'école, même à l'école primaire, on doit savoir qu'on a une mission, qu'on doit être aux avant-postes de la lutte pour le progrès, pour la liberté. Vous comprenez? D'accord. On ne se comporte pas comme n'importe qui. Vous êtes un idéaliste, nous tous, enseignants, fonctionnaires, policiers, militaires, hommes politiques, infirmiers, fonctionnaires, et j'en passe, les forces vives de la nation. Nous avons l'obligation de changer les choses dans notre pays, peu importe nos affinités politiques. Dans la vie... Et je crois que pour cette proposition, c'est l'appel que je lance. Je ne fais pas d'illusion. Je ne pourrais faire passer, ne fût-ce que le quart de mes propositions, que si je suis soutenu, d'abord par mes collègues de l'opposition, ensuite par mes collègues de la majorité, et par les organisations de la société civile, les catégories socio-professionnelles et les citoyens lambda, comme on dit. Autrement, ce n'est pas d'illusion, ça ne passera pas. Mais pour ma part, je crois avoir fait de l'opposition républicaine. D'abord, le devoir que me commande mon mandat parlementaire et mon statut de citoyen. Et le devoir que me commande, vous m'avez dévancé, ma proclamation de foi en l'opposition républicaine. Je laisse à l'histoire et à la postérité les soins de juger, de dire si j'avais raison ou j'avais tort. C'est ça ma satisfaction. Et au chapitre d'innovation, je voudrais que vous me permettiez. Je vous en prie. Et j'ai essayé de jouer sur les paramètres éthiques professionnels, parce que vous avez parlé de la qualité du profil. J'ai renforcé certaines dispositions. Par exemple, il ne suffit pas de faire une déclaration à la Cour constitutionnelle, de c'est bien, il faut que la Cour vérifie la véracité, qu'on donne aux services d'impôts et que les services suivent le patrimoine des membres de la CENI jusqu'à même, à mon avis, même 5 ans après le mandat. 2,
j'ai mis d'ailleurs une disposition inspirée de la Constitution. Les membres de la CENI ne peuvent ni acquérir par achat, par donation, surtout pas ça, ni, si vous voulez, aliéner au profit de leurs parents et alliés, directement ou indirectement, les biens de la CENI. Les membres de la CENI ne peuvent pas participer au marché des biens et services concernant la CENI. Vous êtes à la CENI, vous concluez un contrat sur votre hôpital, sur votre magasin de fourniture, c'est pas de papier hygiénique ou quoi. Ça, parce que ça n'y est pas. Et je dis encore, les membres de la CENI ne peuvent pas participer aux réunions politiques, sous quel prétexte que ce soit. Hein, rappelez-vous là. Sauf si on vous invite. On ne peut pas les voir à Kingakati ou... Je n'ai pas parlé de Kingakati. C'est un exemple que je donne. On ne peut pas les voir aussi chez moi dans l'opposition, en train de siroter avec lui ou je ne sais pas. Donc cette dimension, je l'ai renforcée. Une autre dimension, les membres du bureau, collectivement ou individuellement, si on se permet des actes qui violent la loi, la Constitution et qui violent la mission de la CENI, la COPEC ou tout autre citoyen concerné saisit le Conseil d'État qui peut me prononcer la déchéance. Je tire la leçon de l'expérience. Regardez par exemple la question de la machine à voter. À un moment donné, on nous a dit c'est à prendre ou à laisser. À un moment donné, on nous a dit oui, mais écoutez, même si c'était électronique, qui l'interdit? Alors qu'on a oublié que l'article 137 terre qui est là. Regardez, on proclame le résultat sans compilation. La compilation, lisez, à partir de l'article, 59 jusqu'à 64 de la loi électorale, vous verrez l'utilité de la compilation et de l'affichage. En fait, ce sont des conditions de transparence. Si on fait des choses comme ça par défi ou quoi, fini, terminé, il y a une procédure. Et la question les fameux principes, les présidents restent en fonction, les députés restent en fonction, pour parler comme des citoyens, comme ça les sénateurs, ainsi de suite. Nous avons lancé une idée dans la loi, c'est que pour les membres de la CENI, si le mandat est terminé, l'administration de la CENI reprend le relais avec le secrétaire exécutif national, mais pour 3 mois, pas plus, pour expédier les affaires courantes. 3 mois. Et le bureau de l'Assemblée a l'obligation de prendre toutes les dispositions que dans le délai de 3 mois à compter de la fin du mandat, on puisse avoir un autre bureau qui prend le dossier en main. La même chose, si depuis 30 jours depuis qu'on a ouvert la session de mars, les rapports n'est pas déposé de gestion, le bureau de la CENI est démissionnaire d'office, réputé démissionnaire. Le bureau de l'Assemblée, si le rapport est déposé, à la fin d'un processus d'un cycle électoral, ou d'un processus électoral, ou au mois de mars, 15 jours après le dépôt du rapport, nous devons en débattre à l'Assemblée nationale. Parce que dans le passé, ça arrivait, et puis on nous disait, oui, on attend, et à la fin de la session, à 3 jours de la fin d'une session, on dit non, ce sera en session de septembre. Et quand on arrive en session de septembre, non, c'est pas prévu en session de septembre, c'est une session de justement, c'est ça le problème, parce que la CENI prise de manière isolée, tant mieux, mais c'est un maillon, c'est une chaîne. Il y a la CENI, il y a la justice, il y a l'Assemblée nationale. Il faut commencer quelque part. Tous ces gens-là, c'est le réseau. Hein. Ils sont donc de manière isolée, bonne chance quand même. Il faut commencer quelque part. D'accord, bonne chance. Nous allons voir ce que ça va donner. Avec des abus, des hérésies, l'escroquerie politique. Parce que déjà dans l'Assemblée nationale où vous êtes, le bureau, l'opposition n'est pas représentée au bureau, jamais vu. Nous avons saisi le Conseil d'État. Voilà, donc c'est ce qu'on disait déjà même. Tout ça, il faut voir si les gens seront de bonne foi. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Hélas. Un mot, nous allons finir. Le gouvernement, c'est pour bientôt, ça cloche. Bon, 43 pour le FCC, 22 pour le cash. Votre réaction, le président de la République a parlé, hein. Même si vous voyez les anciennes figures, ne vous en faites pas. Moi, j'ai pas de problème. Félix Tshisekedi, vous avez un problème parce que vous êtes acteur politique et citoyen congolais. Je vous dis pourquoi j'ai pas de problème. Pourquoi vous n'avez pas de problème? On est allé aux élections. Elles ont été ce qu'elles ont été. Il y a une majorité qui gouverne le pays, qui nous donne la matière pour travailler.
Moi, je suis pour qu'on ait un gouvernement rapidement, pour que nous ayons du travail comme députés, comme Congolais, et surtout comme membres de l'opposition. Non pas de travail maintenant. Vous allez attaquer ceux qui sont là. Oui, d'accord, parce qu'ils ont des responsabilités. On va vous dire, oui, nous expédions les affaires courantes à la congolaise, bien sûr. Congolaise. Donc, tous ces arrangements-là, c'est la politique. Certains qui étaient un peu convaincus de Félix commencent un peu à devenir assez sceptiques, voire l'ombrage de Kabila sur Félix écoutez, pris en étau. Franchement, pour ce qui nous concerne, je vais vous dire ceci. Moi, je fais confiance en Félix. Jusqu'aujourd'hui, je lui fais confiance. Je le connais un tout petit peu, je répète tout le temps ça. C'est la vérité, je ne le connais pas en profondeur. Et moi, je sais qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Il a une volonté. Mais ce qui est sorti de la CENI, je souligne de la CENI, ne lui donne pas les moyens de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Donc il va échouer. Je n'ai pas dit qu'il va échouer. S'il n'a pas le moyen de sa politique, ça devient compliqué. Je dis que ce qu'il faut à Félix aujourd'hui, c'est avoir des choix politiques clairs et le courage de les assumer. Il y a une phrase qui est devenue même mythique à l'UDPS, le peuple d'abord. Voilà. C'est un testament. On assiste au partage du gâteau des leaders d'abord. C'est un testament, mais c'est un programme politique. Il doit l'assumer. Vous comprenez? Et je sais que ce n'est pas la volonté qui lui manque, mais les instruments politiques, les instruments institutionnels, il n'en a pas la maîtrise. Parce que la CENI nous a produit les élections que l'on connaît. Maintenant, il faudra que, et je ne cesse de le répéter, que lui-même, je viens de le dire, ait le courage et de soit clair. Et que nous autres, bon, si on a prévu la dissolution, c'est-à-dire que c'est faisable. Mais il faut lire bien la Constitution. On ne peut pas se réveiller le matin pour dissoudre. Moi, je ne vais pas vous faire la démagogie, ce n'est pas dans ma nature. Il faut bien lire la Constitution et obtenir que les choses marchent. Salus populi, suprême annexe, c'est l'intérêt du peuple qui compte dans tout ça. Alors, je dis qu'il faut que lui fasse son travail avec des choix clairs sur la base de ce testament, de ce programme, de cette phrase mythique, et que nous aussi, vous n'allez pas demander au président de la République de venir faire la route chez moi, hein, de venir nettoyer ici dans ma parcelle, non. Que nous aussi, chacun là où il est, dans la majorité, dans l'opposition, la société civile, que nous fassions notre travail. Moi, j'ai toujours dit que j'assumerai, quel qu'en soit le risque, toutes mes responsabilités découlant de mon mandat de député et de mon appartenance à l'opposition. Je vais assumer ça tout au long de ce mandat. La loi sur la CENI n'est qu'un premier pas. Il y en aura encore d'autres dans tous les secteurs de la vie nationale. On va mettre le gouvernement en place, nous verrons ce que le gouvernement va faire. Moïse Katumbi m'a dit que nous allons juger à la pièce, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence, mais avec, si vous voulez, une vision d'une opposition qui participe. Participer, c'est pas être au gouvernement. Dans un gouvernement démocratique... Il y en a qui sont pressentis de la Mouka au gouvernement. On ne sait pas. Vous n'êtes pas pressenti Ah, vous en savez quelque chose? On ne sait jamais. Ce qui est vrai, hein, je suis député. Ça, j'ai ça entre mes mains et j'assume ce statut. Si Félix Tshisekedi vous contacter, il me contacte, d'apporter votre part, ça veut dire votre quoi, expertise au gouvernement pour aider le pays. Écoutez, je répète tout le temps ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste de politique fiction. Je ne fais pas de la recherche scientifique. Je vis ma condition de député et je l'assume totalement, député de l'opposition. Oui, on aura... C'est très clair. Mais... C'est clair comme de l'eau claire dans un verre. Oui, mais la réponse, si tu veux faire la prospective avec la fiction, pas de fiction, ça ne va pas avancer. La politique, c'est l'art de l'impossible. Mais attendez, on a vu Matungulu. Je vous fais savoir ceci. Je vous en prie. Je suis membre d'un parti. Oui. Je dirige un parti. ADP. Je suis membre de regroupement politique, le G7. Oui. Je suis membre d'une plateforme électorale, plateforme politique. Ensemble pour le changement. Alors, si on est sérieux, on ne prend pas de décision soi-même. Je ne vais pas à la télévision dire je ferai ça, sans respecter ses amis, tout de même. Tout de même. On ne fait pas la politique au rabais. Merci de m'avoir extraordinaire, il vous a appelé. Comment Félix vous a appelé.
Honorable Lutondola, au regard de votre expertise, de votre maîtrise. Je vous réponds. On se parle de la démagogie. Je ne cherche pas des applaudissements. Vous irez ou pas? Si aujourd'hui le chef de l'État m'appelle, je vais d'abord parler avec mes amis politiques. Je viens de vous donner toutes les catégories. D'accord. Ok? Après? Et puis après, ce que nous allons décider, je vais adopter mon comportement. Je dirai ce que je pense d'abord dans ma famille politique. C'est ça. C'est ça, si vous voulez, un homme d'État. D'accord. C'est un chef d'État qui me dit, par exemple, qui veut me voir. On ne s'est pas prié pour rencontrer un président lorsqu'on est citoyen de la République. Vous êtes d'accord? Mais je ne le ferai pas, et au grand jamais, vous êtes d'accord? Sans parler avec les amis. Que c'est un président potiche? Comment? Un président potiche, comme l'a dit RFI. Bah, je ne le vois pas, et je ne le sens pas de cette manière-là. C'est un chef d'État. Ah, c'est peut-être une interpellation. Vous savez, souvent quand on vous crache comme ça des choses à la figure, c'est une interpellation aussi. D'accord. Regardez-vous dans le miroir. Est-ce que ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'ajustement à faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration à apporter? Ça peut être ça aussi, même si c'est très mal dit. D'accord. Il doit reconnaître que bon, on ne peut pas dire à un chef d'État ça. Hein. C'est quand même assez direct. Hein. Non seulement direct, mais c'est pas de mots appropriés. Ah, d'accord. La Mouka, ça va, la Mouka? Mais je suis debout. La Mouka. Menacé dans la Mouki. Ben, vous avez fait des propositions de restructuration de la Mouka qui n'ont pas été prises en compte à la dernière réunion de la Mouka. On continue à avancer dans une position ambiguë de vérité des urnes et d'opposition républicaine. Vous avez suivi les meetings de Martin où c'est là? Au camp Luka. Au camp Luka. Qu'est-ce qui a évolué? Et surtout ce qui est important. Parce que là, ça engage tout le monde. De communiquer de Lumbashi. Vous l'avez pas, vous êtes de la presse. J'étais là. Mais alors. Et puis, vous êtes pressé. Pourquoi vous voulez que tout le monde entonne le Djalelo? Ça veut dire... Vous êtes habitué vraiment... Je comprends votre manière. On est habitué au monolithisme, au Djalelo. Non, on ne peut pas évoluer comme ça. Au G7, non, on n'évolue pas comme ça. Ensemble, on ne fait pas comme ça. On débat, on se parle. Donc, laissez le temps. Il ne faut pas ignorer que c'est une plateforme. D'accord. Même si c'était un seul parti, moi je ne le fais pas à l'ADP, il faut respecter les partenaires, il faut discuter. Et je crois que le communiqué de Lumbashi a été un pas important. Je l'encourage. Jean-Pierre Bemba a pris le relais. Il faut. Qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, on ne sait pas, il se repose où? Jean-Pierre est à Kinshasa, d'après ce que je sais. On ne sait même pas là où il est, c'est ça le problème. On me dit qu'il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa parce que on me dit. Peut-être qu'il a voyagé, mais c'est un homme. Vous voulez le figer comme un pilier qui est planté. On veut le sentir pendant qu'il est président là-bas de l'autre côté. Mais on n'est pas président de la Mouka, on n'est pas papa fondateur. On est primus inter pares. Et on prend des initiatives en tenant compte des agendas des uns et des autres. Est-ce que la Mouka n'est pas mort? On est en train juste de bondir. Tu veux tuer la Mouka là? Tu es non, dangereux, je suis juste en train de poser de vraies questions. Non, tu es dangereux. Le peuple est en train de se poser la question. Mais la Mouka, qu'est-ce qui reste de la Mouka? Je comprends. Le peuple nous avait en mouvement pendant les élections. C'est un seul homme qui a bougé à travers plusieurs. Chaque temps, chaque période, en ces temps forts, a ses points de focalisation. C'est passé avec tout ce qu'on a connu. C'était pas l'eschatologie du grand soir. Hein? Alors laissez-nous, je m'excuse les termes pour ceux qui nous écoutent, peut-être mes collègues, terminons notre deuil. Et puis... digérer, et puis après... moi, j'ai une philosophie qui me permet de digérer tout même à la minute. Vous comprenez? D'accord. Et surtout, ayant suffisamment d'imagination et de courage pour inventer d'autres schémas de lutte pour le pouvoir, de mobilisation de notre population et de communication avec le Congolais, pas à sens unique. D'accord. C'est cela. Nous avons un petit avantage. Il n'y a pas de triomphalisme chez nous. On n'a pas le pouvoir. Donc pour dire, toi, Thibaut, je vais t'écraser. Nous, on ne fera jamais ça. Moïse Katumbi va bien? Moïse va bien. Son conseiller toujours bloqué, le président de la République, qui le 2 juillet a dit que Salomon Kalonda était congolais. Moi, j'attends qu'il revienne. Il devait revenir. Je prends le président au mot. Ça fait 35 jours aujourd'hui. Moi, je prends le président au mot. Le président de la République a menti à la télévision. Je n'ai pas dit qu'il a menti. Le président a dit
que le problème n'était pas à ce niveau. C'est tout. 35 jours après... Et dans quel pays connais-tu un président qui fait l'immigration? Mais quand le président dit les services doivent suivre... Oui, mais c'est ça, c'est pour cela que j'ai dit je prends le président au mot. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas imputer au président ce qui ne relève pas de lui, ne fût-ce que sur le plan des petites règles d'organisation. C'est de l'honnêteté intellectuelle, non? Un coup dur à Moïse quand on bloque son conseiller spécial. Hein. Mais ça, le combat politique continue. Je ne sais pas qu'il ne travaille pas. Hein. Moi, je suis en contact avec Salomon, le président aussi, nous tous, on travaille. On veut le voir au pays. Parce qu'il est congolais, parce qu'on a besoin de lui. Nous sommes à une période de mutation. Quand on sort d'une aventure, comme une aventure électorale, qu'on ait gagné ou non, on doit faire le point de la situation. Et on a besoin de Salomon. Je souhaite que ce que le président a dit, je crois, à la province orientale, c'était... à Bounia, le 2 juillet. Se matérialise. Parce que s'il y a des gens qui travaillent pour démentir le président, pour l'humilier, ce n'est pas dans notre camp. Ça doit être dans le camp du gouvernement, des services de l'État. D'accord. Vous comprenez? Le président ne fait pas tout. Il n'y aura pas un président qui fera tout. Et surtout qui va s'occuper des problèmes de passeport. Mais lorsqu'il a parlé, c'est une vision, c'est une orientation. Ne fût-ce que pour ne pas le démentir, on doit agir dans le sens qu'il faut. Merci. Voilà. Vous allez vous reposer quand? 26 ans, vous êtes toujours là. Vous allez vous reposer quand? À l'Assemblée? Oui. Mais j'attends de terminer d'abord mon mandat. Je verrai ce que je vais faire. Effectivement, là, vous ne mentez pas. Ça commence un peu à fatiguer. Mais je vois des jeunes premiers qui montent. Là, oui, parce qu'il y a un projet d'un documentaire sur vous, une Ben, vingtaine d'années à l'Assemblée nationale. J'ai des choses à dire quand même. Hein. CNS, Assemblée nationale, négociation de l'accord du Palais du Peuple, accord global et inclusif de Sun City, accord de la CENCO. Est-ce que vous n'allez pas vous reposer vraiment? Vous êtes nombreux, vous ne voulez pas laisser la place aux jeunes, hein? Aux jeunes premiers. Ah, c'est bien dit là. Allez, je crois qu'on va terminer là, parce qu'on ira loin. Patrice Lumumba, à 60, il avait quel âge? C'est jeune, non? Vous calculez mieux que moi. Oui. Il avait quel âge? 1928. Et les 30 juin. Il avait une trentaine. 32. Oui. Il était jeune, hein? Président Kassavogo. Pas plus de 40, hein? 40 poussières. Il était jeune, hein? Alors Mobutu. Encore plus jeune. 35 ans, chef de l'État. Joseph Kabila. 29 ans. Quel jugement! Quel jugement! Allez, collège des commissaires généraux. 22, 23, 24, 25 ans. Mobutu arrive. Ceux qui ont travaillé avec le Frédéric Kibasavali, que son âme repose en paix. Sans Pascal Milombe, quitter mon chef, que son âme repose en paix. D'accord. La vingtaine. Donc, et Laurent Désiré. Et aller au Parlement. Et regardez tous vos gouvernements de transition. Allez au FPI. Qu'on vous donne l'ardoise. Jeunesse n'est pas raison. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les vieux de demain. Et les vieux d'aujourd'hui, ce sont les jeunes d'hier. Moi, je n'ai jamais appartenu au mouvement de nouvelle génération. Depuis la CNS, j'avais la trentaine. On n'avait jamais vu. Ça, il n'existe pas un pays où le matin on se lève, on dit je suis vieux, venez nettoyer tout. Allez mettre toi en moule. À la retraite. On vous regarde là, à la télé, là, vos discours, Djalelo, des histoires comme ça. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir ça. Merci beaucoup. Comme un grand homme disait, dans la vie, on a 3 types de catégories, les idéalistes, les opportunistes et les traîtres. Visiblement, vous êtes idéaliste. Hein. Il y en a peu au Congo, on dirait. Non. Vous êtes opportuniste. J'ai une phrase clé que j'emprunte, je crois, de Jaurès. Suivre l'idéal tout en maîtrisant le réel. Donc, je joue aussi par l'opportunité et la traîtrise. Non, je n'ai pas dit ça. Je sais qu'il y a des gens qui écrit sur la trahison. La trahison comme stratégie politique. D'accord. Hein? Il y a beaucoup d'écriture sur ça. Merci beaucoup. Et puis, ce balai de transhumance. D'accord. Mais là, on termine en politique. Il faut avoir une position arrêtée. Très bien. Mais pas toujours arrêtée au même endroit.
Sinon, vous serez sclérosé. Pensez à la prochaine génération, pas aux prochaines élections. Les vrais hommes d'État ne pensent pas aux élections. Ils pensent aux prochaines générations. Que je veux que ce soit des générations vraies, responsables. C'est ce que je dis à mes enfants. Merci beaucoup, honorable Christophe Letondola, pour cet échange. Merci. Combien riche, je l'espère bien. On ose croire que c'est pas la dernière fois. C'est moi qui l'espère. On ose croire que c'est pas la dernière fois. Merci à l'équipe technique, toujours de match avec nous pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission Merci. est terminée. Au revoir.